La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club, hashtag la réussite est en vous. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans cet atrium à l'occasion de votre TVR BPGO Business Club. Vous le savez, l'économie décryptée par ceux qui la font. Nous sommes très heureux chaque semaine d'accueillir celles et ceux qui font l'économie de notre territoire. Avant de nous présenter un personnage très important de notre région, permettez-moi de vous présenter celles et ceux qui vont questionner notre invité dans quelques secondes maintenant. Merci en tout cas à vous, Benoît Cattel, vous êtes le directeur général de la Banque Populaire Grand Ouest. Merci à maître Hélène Lodic-Baron, ancienne bâtonnière, vice-présidente du Conseil national des barreaux. Et merci à vous, cher Éric Chalambelval, vous êtes le président du MEDEF 35 et le président par ailleurs de la Feuille d'Érable. Alors nous sommes très très heureux d'accueillir quelqu'un qui va peut-être nous décerner, on le verra, un diplôme si tout se passera bien à l'occasion de cette émission, car c'est monsieur le recteur de la région académique Bretagne, chancelier des universités, vice-président du Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle, qui nous a fait le plaisir d'accepter cette invitation du TVR BPGO Business Club. Je vous demande d'accueillir monsieur le recteur Emmanuel Etis. Monsieur le recteur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous pour envisager énormément de thèmes. Se former, c'est peut-être le plus beau challenge de la vie d'une femme, d'un homme et des enfants qui sont là pour apprendre, avoir cet enrichissement. Et on dit souvent que l'enrichissement, c'est tout au long de la vie que cela se fait. Si on devait parler d'entreprise pour votre institution, on dirait qu'il y a 573 650 élèves, 54 880 agents et pour un budget d'un peu plus de 3 milliards d'euros. Ce sont les chiffres clés d'un rectorat d'académie comme celui de Bretagne qui est toujours observé, parfois envié, car on a, il faut le dire, pratiquement certainement les meilleurs résultats au bac principalement. Alors, il manque les 120 000 étudiants aussi de Bretagne, dont on a la responsabilité en tant que chancelier des universités, parce que l'orientation pour nous, c'est un sujet majeur. Oui, évidemment, on a de très bons résultats en Bretagne, à tous les diplômes confondus, en tout cas dans l'enseignement scolaire, le brevet, tous nos baccalauréats sont souvent remarqués comme étant ceux qui fonctionnent le mieux en France par rapport à cela. Donc on est plutôt très fiers, mais c'est une fierté collective qu'on doit à tous nos enseignants, tous nos chefs d'établissement. Et puis, j'allais dire, au lien aussi qu'on entretient particulier avec les familles, avec les collectivités, parce que faire réussir un enfant, c'est vraiment le travail de tous et de toutes. Et sincèrement, la coopération qui s'organise en Bretagne autour du sujet de l'éducation des enfants est juste absolument remarquable. Lorsque vous êtes arrivé en Bretagne, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Vous veniez de Nice, qu'est-ce qui vous a le plus saisi dans cette à la fois enseignement et cette, on va dire, mentalité en région Bretagne? Précisément ce que je viens de vous dire, en fait, quand on traverse la Bretagne, où que l'on soit, je me suis beaucoup amusé au début à circuler en Bretagne, dans les territoires métropolitains, mais dans la ruralité, sans dire qui j'étais. C'est mieux. Moi, j'ai une casquette de sociologue aussi. C'est mieux de ne pas être identifié tout de suite. Donc, on en profite les premières semaines. Et durant les premières semaines, je me rendais compte que, quel que soit le lieu où j'allais en Bretagne, tout le monde
me parlait ou avait en tête l'école. C'est un sujet pour beaucoup d'élus en Bretagne. D'ailleurs, il y a beaucoup d'élus qui viennent de l'éducation nationale. L'élévateur social. Hein. Ouais. Et puis, quand on s'intéresse à ça, on se dit mais pourquoi et comment? Mais on voit bien que c'est un sujet qui, depuis l'après-guerre en Bretagne, a été majeur. Tous les politiques bretons se sont dit, au fond, notre défi, on n'a pas, je sais pas, de pétrole ou d'uranium ici, mais on a un formidable pouvoir, celui d'apprendre. Et donc tout le monde s'est mis d'accord pour dire, au fond, l'éducation, ça va être notre planche de salut, mais aussi un saut pour l'avenir. Donc oui, on a en Bretagne sans doute une des terres sur lesquelles on a les gens les mieux formés et ceux qui réussissent le mieux, parce que tout le monde s'est mis d'accord. Comme quoi, il y a une vraie réflexion sociale à se dire, au fond, qu'est-ce que c'est qu'un territoire où tout le monde est bien formé? C'est d'ailleurs un territoire qui, économiquement, se porte plutôt bien. Benoît Cattel, directeur général de la Banque Populaire Grand Ouest. Bonjour Monsieur le Recteur, merci de votre présence. Vous êtes sur notre territoire un éminent personnage et qui a, je veux dire, un champ d'action extrêmement large. Vous en avez déjà dit quelques mots. Alors peut-être pour préciser un peu, pour qu'on soit plus familiarisé, plus familier de vos activités, est-ce que vous pourriez me décrire une journée de recteur ou une semaine de recteur, prenez la temporalité qui vous va bien, pour que l'on comprenne mieux ce que vous faites et ce qui vous anime? Alors plusieurs choses. D'abord, je vais vous dire que moi je me considère pas moi-même comme un éminent personnage, mais comme quelqu'un d'extrêmement qui ne peut agir que s'il est extrêmement discret, c'est-à-dire invisible. C'est-à-dire comme tout ce que font les gens dans le rectorat, c'est souvent du travail de fond, d'arrière-plan, et que pour pouvoir bien agir, il faut être au courant de tout, et pour être au courant de tout, il vaut mieux être un peu invisible. Donc surtout pas d'éminence par rapport à ça, parce que je crois précisément que le mot éminent entraînerait quelque chose qui serait un peu contraire à notre action. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de partir de ce que font les gens sur le terrain, des très belles pratiques éducatives qu'on peut voir dans les écoles. Donc, pour vous répondre, oui, un recteur, ça commence par voir comment son système éducatif sur un territoire donné, en l'occurrence la Bretagne administrative, s'organise pour pouvoir voir s'il n'y a pas de disparité entre l'école rurale, qui est pour moi un sujet majeur en Bretagne. On a 64% des écoles qui sont en territoire rural, et puis les métropoles, les villes moyennes, et que tout le monde puisse avoir le savoir sur lequel il est attendu. Donc il n'y a pas vraiment de journée type, il y a des rencontres types. On a une fois par mois une rencontre avec nos ministres, puisque moi je dépends du ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et puis ensuite, on voit comment on déroule nos politiques éducatives sur le territoire. Moi j'aime beaucoup aller sur les terrains, rencontrer tous les collègues, chefs d'établissement, voir aussi là où sont les problèmes, il y en a, et donner aussi les pistes et de bonnes pratiques pour pouvoir améliorer les choses. La Bretagne n'échappe pas au problème de la France. Derrière ces très bons résultats que je suis en train de vous vanter sur la moyenne de réussite, moi ce qui m'intéresse, c'est très précisément ceux qui réussissent pas encore. Et quelquefois, et je suis bien placé pour le savoir, si on veut trouver l'action du recteur, il faut pouvoir rappeler ça au quotidien. C'est-à-dire, ok, on va pas se cacher derrière les bons chiffres, et je pense que c'est pareil pour la banque. Il y a des endroits où on est un peu plus fragile. Et peut-être qu'il faut concentrer notre fragilité pour dire qu'on est bon partout. Vous voyez, l'action de l'État, on est vraiment en charge des politiques publiques. Et très sincèrement, c'est un petit peu la logique qui est très en vogue en ce moment, qui me semble tellement importante, celle du dernier kilomètre. Si on n'a pas franchi le dernier kilomètre, si on n'a pas atteint tout le monde, alors c'est comme si personne n'avait effectivement conscience de l'action qu'on amène tous ensemble. Donc c'est cette qualité-là qu'il faut pouvoir avoir dans l'éducation nationale. Maître Hélène Lodic-Baron. Vous évoquiez les écoles et l'éducation nationale en zone rurale qui pose d'autres défis que celle de l'éducation nationale en zone urbaine. Vous allez lancer d'ailleurs des travaux sur qu'est-ce que l'école rurale du futur. Pourquoi justement lancer ces travaux spécifiquement sur la question de l'école rurale ? D'abord parce qu'il y a des faits concrets, très pratiques. Tous les ans, dans la période janvier-février, on vit, quel que soit le territoire en France, un moment quelquefois d'inquiétude, surtout dans les territoires ruraux. C'est souvent le moment où, parce que la démographie est en baisse, on peut avoir des fermetures de classes. Je crois qu'une fermeture de classe est quelque chose qui est toujours très difficilement vécu par nos élus, et on comprend pourquoi. C'est une compétence majeure des maires, évidemment. Et puis,
Surtout quand les uns et les autres portons en tête l'idée que vraiment nos écoles, ce sont des petites républiques, c'est là où on forme les citoyens. Avoir une classe qui ferme, c'est toujours quelque chose de complexe. Néanmoins, la réflexion qu'on doit avoir aujourd'hui, c'est de bien constater, que la démographie, elle ne va pas aller en s'améliorant, et que si ces travaux sont lancés, c'est peut-être pour mieux préparer l'avenir. L'école rurale du futur, ça veut dire aussi, pour moi, un prof qui ne va pas changer d'école qui ne va pas aller trop loin parce qu'il est en train de réussir un projet pédagogique et que donc il va falloir repérer les projets pédagogiques les plus attractifs. Se dire qu'au fond la ruralité c'est aussi une promesse d'avenir, comment la rendre attractive parce que l'école est bonne, parce que le projet est performant, comment consolider les choses, comment rendre les écoles rurales attractives. Et je vous assure que quand on regarde les résultats en école rurale en Bretagne, on a de quoi être très très fier, c'est-à-dire qu'on réussit plutôt pas mal. Donc avoir cette réflexion qui doit être menée d'une façon collective, parce que c'est pas simplement l'éducation nationale qui doit penser depuis son seul point de vue les choses, mais bien entendu les enseignants, bien entendu les organisations syndicales, et moi je veux les associer, les élus, évidemment, qui sont des élus ruraux, qui nous posent des questions et qui doivent partager avec nous les critères de réussite des élèves, et puis se dire au fond, comment demain, en partant du terrain et des belles expériences, on arrive à construire l'école qui nous ferait tous rêver. On a beaucoup en Bretagne. J'ai encore rencontré il y a peu cette petite école de Tréfrin qui a défrayé un peu la chronique. Je suis allé les voir. Quand j'ai vu ce projet pédagogique, c'est juste à tomber par terre. On se dit, mais au fond, pourquoi font-ils ça? Quand vous avez des élèves dont vous voyez une frise avec beaucoup d'oiseaux accrochés sur le mur, qui connaissent chaque oiseau par leur nom et qui connaissent le cri des oiseaux, mais on se dit, c'est un savoir, ça. Quand vous avez un gamin qui est en primaire, qui vous dit qu'il veut devenir ornithologue, on les trouve pas tous les 4 matins, ces gamins. Ça veut dire qu'ils ont développé des compétences et des savoirs qui sont sûrement très intéressants, parce qu'en faisant tout cela, on apprend aussi à mieux lire, à savoir ce que c'est qu'un oiseau, à savoir son milieu écologique, et bref, à mettre en évidence des tas de connaissances dont on va avoir besoin pour quelque chose de très important qui s'appelle la vie. Éric Chalon-Belval. Monsieur le recteur, on connaît les stages de troisième, et il y a quelques mois, Gabriel Attal était encore ministre de l'Éducation nationale, et on a eu le plaisir de le recevoir à Paris à l'Assemblée plénière du Mouvement des entreprises de France, première fois qu'un ministre de l'Éducation nationale intervenait devant les chefs d'entreprise au niveau national. Et il nous a annoncé la création d'un très beau défi qui est les stages de seconde. Donc tout le monde est très enthousiaste à cette idée, mais très concrètement, comment est-ce qu'on va déployer ensemble et comment on va réussir ce défi de mettre 500 000 jeunes aujourd'hui qui ont envie de faire ce stage dans un moment très court en réalité, je crois que c'est 2 semaines, dans une période très contrainte. On sent que les entreprises ont envie, mais comment réussit-on ensemble à pouvoir mettre ces jeunes en stage? Écoutez, c'est une très belle question. D'abord, le défi, pour nous, il est essentiel, parce qu'on peut se dire pourquoi est-ce qu'ils vont mettre 2 semaines au mois de juin en seconde. D'abord parce que je pense qu'on a fini l'année du côté scolaire, et donc on a emmagasiné toute une série de connaissances, et surtout, on est dans le moment où on a commencé à réfléchir à ce qu'on appelle les spécialités en première, et puis il va falloir choisir aussi celles qu'il y a en terminale, et que sans doute c'est un moment crucial dans le parcours de l'élève pour réfléchir à ce qu'on souhaite faire plus tard, et peut-être découvrir un milieu qu'on ne connaît pas encore, globalement celui de l'entreprise, plus se resserrer. Nous, on va en citer aussi nos élèves, aller voir des milieux qui, en entreprise, ne connaissent pas du tout. S'ils ont une famille qui travaille dans l'agriculture, on va amener à aller voir autre chose, parce qu'on pense que c'est important d'avoir à ce moment-là des ouvertures qui permettent de réfléchir à l'orientation. Donc cette question-là, elle est essentielle, et elle est plutôt posée au bon moment, au mois de juin. Effectivement, c'est soit 2 semaines consécutives, soit 1 semaine dans 2 entreprises. L'idée vraiment est celle de l'ouverture par rapport à cela. Alors comment on va s'organiser? On s'organise déjà en discutant beaucoup. Moi j'ai reçu avec grand plaisir tous les représentants du MEDEF en Bretagne cette semaine pour pouvoir voir comment on accueille des élèves dans de bonnes conditions, parce qu'on sait que là aussi c'est super important qu'ils puissent avoir un bon terrain d'accueil. Comment est-ce que nos élèves vont pouvoir aussi prendre ce recul nécessaire pour que ce moment en entreprise puisse leur servir vraiment à quelque chose. Il y aura d'ailleurs un petit rapport de stage qui va être demandé en première pour commencer à réfléchir au monde de l'entreprise ainsi. Donc oui, on est en train de se poser cette question majeure qui est de trouver des stages pour tout le monde. C'est évidemment pas évident, mais le patron du MEDEF de Bretagne m'a dit nous on a envie de relever le défi breton, cette excellence bretonne qu'on trouve dans l'école, on va essayer de la trouver aussi dans ce lien avec le monde de l'entreprise. Donc je pense que c'est aussi la manière dont on va marcher les uns avec les autres pour pouvoir régler cela au mieux pour la réussite de nos élèves et notre avenir commun.
Monsieur le recteur, il y a une chose qui est très importante, c'est l'égalité des chances. Être aux côtés aussi des plus fragiles d'un point de vue scolaire. C'est une obsession pour vos équipes pédagogiques d'essayer d'élever vraiment ces jeunes qui sont en devenir au nom de l'égalité des chances. C'est pas que c'est une obsession, je pense que c'est une nécessité républicaine. On ne peut pas se targuer d'avoir un si beau slogan liberté, fraternité, égalité, sans imaginer que chaque citoyen a un capital de départ qui est le même. C'est pas mon obsession, c'est pas celle des équipes, c'est celle de la France en réalité. On a un vrai défi à relever pour que tout le monde soit effectivement doté de compétences sur lesquelles, j'allais dire, un pacte de base avec lequel ils pourront construire leur avenir. Je vous assure qu'être mobile dans une société donnée, ça veut dire effectivement acquérir aujourd'hui toute une série de compétences qui sont certes les fondamentaux, lire, écrire, compter, mais aussi l'apprentissage de la vie en société, mais aussi toutes les disciplines qui vont être enrichies au collège puis au lycée pour pouvoir se dire au fond, tous ces savoirs-là vont me constituer. En général, on ne retient pas tout à l'issue, mais on a eu une ouverture sur tous les champs de connaissances qui font le monde, puisque les programmes scolaires, en général, c'est quand même un choix collectif de ce qui nous semble important de transmettre. Et aujourd'hui, si le monde de l'entreprise est si présent aussi, c'est parce qu'on pense aussi que l'école doit être très ouverte vers le monde de l'entreprise, et plus on le fait tôt, là aussi, plus on pense qu'on a des chances de faire réussir notre pays dans sa globalité pour l'avenir, bien sûr. Benoît. Un grand merci pour ces messages un peu d'optimisme, et en même temps, dans l'esprit collectif et dans la façon dont on reçoit l'information, on a des choses qui reviennent de manière régulière. Le niveau des élèves en France baisse, il manque des budgets. Voilà, on est un peu baigné dans une culture un peu, si je puis dire, un peu pessimiste de l'éducation et de son rôle. Et vous illustrez concrètement, au contraire, les choses qui vont bien. Quelles sont, à votre avis, à l'échelle de la France, puis après peut-être à l'échelle de la Bretagne, les grands enjeux en matière d'éducation, et sont-ils de l'ordre des moyens, sont plutôt de l'ordre du collectif, de la façon de faire, et comment on pourrait tous ensemble se projeter pour essayer que le projet que vous portez soit un projet bénéfique pour tous? Vous savez, je crois qu'il faut aborder le projet éducatif comme le projet majeur d'un pays. Les pays qui vont bien sont des pays dans lesquels leur éducation fonctionne bien, parce c'est le lieu de transformation de la société. Quand je dis l'éducation, je l'entends l'éducation au sens large, de la maternelle jusqu'à la fin des études supérieures. Les métiers de demain, on les pense dans l'enseignement supérieur, on les pense grâce à la recherche, on les pense grâce à cette recherche qui est enseignée le plus tôt possible. On a une chance inouïe en France, nos universités enseignent par la recherche dès la première année de licence. C'est le seul pays où on a à ce point misé sur cette faculté importante. Je le dis parce qu'on ne le dit jamais que les choses sont pensées comme ça, et d'ailleurs quand on y est, on ne s'en rend pas compte tout de suite, or c'est la réalité. Et quand on sait ça, on est plus explicite et on comprend mieux ce qui est en train de se produire. Donc le défi, il est avant tout ce défi national de faire réussir tout le monde. Imaginez un pays qui ne soigne que 75% de ces personnes. Vous allez dire, mais pourquoi les 25% ne sont pas soignés? Or, vous voyez bien qu'on est construit sur un pacte social de la responsabilité collective et de la responsabilisation de tous, mais aussi d'embarquer tout le monde dans notre beau paquebot national français. Et ben, c'est le même sujet pour l'école. Faire réussir tout le monde, c'est peut-être quelque chose sur lequel il faut qu'on puisse se donner confiance, parce que, pour le coup, y compris sur le plan de l'emploi. Moi, il y a quelques années, j'allais souvent dans les agences Pôle emploi pour voir la manière dont les choses se passaient, pour observer. Je vous assure qu'on pourrait prendre des mesures économiques absolument formidables. Si vous avez 20% de votre population qui ne maîtrise pas les savoirs fondamentaux, ces mesures économiques ne servent à rien. C'est un sujet, c'est une réalité. Donc pour prendre des mesures économiques aussi dynamiques soient-elles, il faut aussi avoir face à soi, le public est capable de s'approprier ses compétences avec agilité. Et ce que je dis au monde économique souvent aussi, n'attendez pas à ce que, et c'est mieux de dire les choses ainsi, vous n'allez pas avoir exactement le candidat que vous voulez recruter, mais quelqu'un qui soit susceptible d'apprendre parce qu'on lui a appris à apprendre aussi, c'est ce qu'on attend des uns et des autres, parce que c'est ça aussi, être agile pour pouvoir s'adapter au monde. Hélène. Moi, j'aimerais parler des Jeux Olympiques. Ouais. Nous avons les Jeux Olympiques Paris 2024. Comment en Bretagne, l'éducation nationale va promouvoir à la fois la pratique du sport, les valeurs du sport, et puis profiter de ce bel événement pour promouvoir aussi près de tous les élèves les valeurs olympiques?
Alors, il vous aura pas échappé qu'en Bretagne, nous n'avons pas d'épreuves. Donc ça, c'est un sujet, c'est vraiment ce sur quoi on travaille évidemment, mais j'allais dire qu'on est engagé depuis déjà plusieurs années sur la logique du sport. Hein. Depuis 2017, le sport est toujours présent. On n'a de cesse de développer, de déployer les sports à tous les niveaux. On sait qu'il est important aussi, pour des raisons de santé, de déployer tout ce qui relève des activités civiques. Donc ça fait partie des valeurs qu'on déploie avec force. Donc nous, on accompagne aussi les JO dans cette logique-là. On a des sensibilisations qui sont faites dans les établissements, y compris sur les apprentissages de l'histoire des JO, parce que là aussi, c'est hyper important quand on a un pays qui a l'honneur de recevoir les Jeux Olympiques, d'associer toute une génération à ces sujets. Donc on a vraiment très régulièrement des opérations qui vont nous conduire jusqu'aux JO pour apprendre tout cela et pour partager ensemble quelque chose qui doit être une belle fête nationale. Éric aussi. Alors je vais faire comme Hélène, je vais m'appuyer sur l'actualité. Najat Vallaud-Belkacem, ces jours-ci, nous dit qu'il faut propose restreindre à 3 gigas l'Internet pour lutter contre une certaine dérive des élèves. Ça m'entraîne à vous poser la question de où en est l'éducation nationale en ce moment sur les nouvelles technologies, sur l'intelligence artificielle. Tout ça est en train de bousculer beaucoup le monde. Est-ce que l'éducation nationale est hors du monde ou est-ce qu'elle va aussi être bousculée par l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies, même si nous écoutons Najat Vallaud-Belkacem? Bon, il ne vous aura pas échappé que Gabriel Attal, quand il était ministre de l'Éducation, a souhaité aussi faire accompagner certaines aides et béquilles, notamment pour les apprentissages, par de l'intelligence artificielle. Vous savez, l'éducation nationale, l'enseignement supérieur est tout sauf hors du monde. Précisément, je vous assure que l'intelligence artificielle, elle est aussi sortie des universités. Elle n'est pas sortie de start-up imaginaires, de gens qui n'auraient pas été formés à rien. Moi, ça fait 15 ans, dans l'ancienne université que je dirigeais, j'avais des gens qui étaient déjà susceptibles de mettre en place des logiciels de reconnaissance dans les tribunaux pour savoir si on disait la vérité. C'est intéressant sur la faculté de voir des témoignages. Donc on n'est pas en retard par rapport à ça. Au contraire, on est plutôt, j'allais dire, en avance. Après, le fait est de savoir au bon moment, c'est-à-dire où est-ce qu'on met ça dans les programmes, comment est-ce qu'on accompagne ce développement. Aujourd'hui, les compétences numériques qui sont inscrites depuis la classe de première vers la terminale pour pouvoir choisir la bonne spécialité université, c'est une préoccupation qu'on a. La communauté universitaire, la communauté des enseignants, mais la communauté universitaire aussi, doivent se former aussi à ces sujets pour ne pas être à côté, justement parler aussi le même langage. Mais je crois que c'est vraiment un sujet qui peut être abordé dans toutes les matières, ce qui est important aussi, philosophie, histoire. Vous savez, quand on traite aussi, par exemple, des sujets dans l'éducation aux médias, je regarde Stéphane Beignet, sur les fake news, ça fait partie aussi des sujets sur lesquels on a des générations de fake news automatiques, on en a plein sur nos réseaux sociaux, à nous d'apprendre aussi à les déjouer, ou peut-être d'avoir aussi cette distance critique, c'est aussi le lieu de l'école par rapport à ça, pour pouvoir prendre la distance nécessaire et continuer à évoluer en citoyen, j'allais dire, encore une fois, capable de vivre dans le monde dans lequel il appartient et de ne pas en avoir peur. Vous êtes vraiment à l'interface aussi avec l'art, avec la culture, le Festival d'Avignon, car vous y œuvrez vraiment ardemment. La photographie est quelque chose de très important. J'aimerais juste, il nous reste 2 minutes, parler de la lecture et d'une très belle opération que vous avez lancée, le quart d'heure lecture. Vous pouvez nous en dire vraiment les grandes applications, parce que ça marche super bien depuis quelques années. Ça marche super bien. Tout le monde nous cite en Bretagne parce qu'on a réussi cette belle opération qui touche aujourd'hui l'ensemble de nos écoles, de nos collèges, de nos lycées, de nos universités. Même certaines préfectures veulent s'y mettre. On s'arrête tous à 13h51 régulièrement pour pouvoir lire pendant un quart d'heure un livre qu'on aime. C'est pas rien de sortir un livre qu'on aime et de le mettre en lecture pendant un quart d'heure tous ensemble. Alors quand je dis tous ensemble, c'est nos élèves, nos enseignants, les agents administratifs, tout le monde s'arrête en même temps. On construit une grande communauté de lecteurs et ensuite on construit aussi cette sociabilité par la lecture, parce que parler du livre qu'on aime, sortir un livre qu'on aime, c'est pas quelque chose d'évident. Et puis je vais vous dire une chose. Pour le coup, s'il y a une petite révolution culturelle dans tout cela, c'est aussi le geste pédagogique de voir son enseignant, quand on est élève, sortir le livre qu'il aime.
Il y a le livre sur lequel il enseigne, et puis il y a le livre qu'il aime. Et transmettre ce geste de lecture dans un territoire où il y a autant de médiathèques, autant de bibliothèques, c'est quelque chose de formidable parce que le premier geste aussi, c'est cette socialisation et la fierté de sortir un livre qu'on aime. Et on ne dira jamais assez vraiment les bienfaits de la lecture. Il faut lire, il n'y a pas que le téléphone, les tablettes, l'intelligence artificielle, il y a le livre, hein. Je le dis toujours pour ce quart d'heure de lecture, parce que vous pouvez me dire, mais pourquoi un quart d'heure? C'est très drôle, parce qu'on a reçu des responsables de l'enseignement scolaire d'autres pays, il y a quelque temps, européens, précisément à Rennes. Ils nous ont dit, vous ne lisez qu'un quart d'heure? Non, on lit beaucoup plus. Mais on a ce rituel de sortie de lecture qui permet aussi de se dire, et pour comprendre quelque chose de très différent de ce qu'on apprend sur un téléphone portable, c'est qu'il faut au moins 11 minutes pour entrer dans un livre. Vous voyez, même notre vocabulaire le dit, je suis rentré dans l'histoire. Pour rentrer dans l'histoire, le seuil, il dure à peu près, sur le plan cognitif, 11 minutes. En deçà de 11 minutes, on n'est pas encore totalement concerné et on peut lâcher l'histoire. Donc on sait qu'il faut cela. Merci beaucoup, on peut vous applaudir. Monsieur le recteur de la région académique Bretagne, chancelier des universités, Emmanuel Etis, merci à vous. On se donne rendez-vous très rapidement pour un autre numéro de votre magazine économique, le TVR BPGO Business Club. Merci à toutes et à tous. La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club, #la réussite.